Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui dans Personnalité, nous recevons pour vous Madame Vicky Michaud. Elle a un parcours atypique. Longtemps employée d'une société d'État, elle a entamé son premier virage de carrière alors qu'elle devenait journaliste locale à la Chine et Dorval. Cet emploi l'a rapidement entraînée vers les sphères politiques où elle s'est engagée au sein d'un parti municipal. Des responsables du comité femmes sur le conseil de direction à candidate Présency, puis finalement directrice de campagne de l'Ouest de l'île. C'est finalement au provincial qu'elle a trouvé sa vraie famille politique. En 2018, elle était candidate pour la coalition Avenir Québec dans la circonscription de Marguerite Bourgeois. Après quelques mois, comme attachée politique pour Marilyn Picard, elle a maintenant effectué un retour aux études dans le domaine communautaire où elle œuvre aussi présentement comme coordonnatrice pour un organisme de la Chine. Le point commun dans tout ça, l'amour des gens et le désir de changer les choses. Pour vous, dans Personnalité avec Rosaline Ball. Bonjour Vicky Michaud, bienvenue dans notre émission Personnalité. Bonjour. Aujourd'hui, femme qui entreprend beaucoup de choses, quelle est votre vision, Vicky, par rapport à la politique aujourd'hui? Par rapport à la politique, c'est toujours un milieu qui est enivrant, je dirais. On a vécu ça beaucoup avec la politique aux États-Unis récemment. Là, les gens étaient vraiment envoûtés de voir ce qui se déroulait. Puis je pense que pour une femme de nos jours, la politique, c'est encore plus intéressant parce qu'on a beaucoup plus de place qu'on avait auparavant. Puis, on a beaucoup plus d'exemples de femmes qui prennent le pouvoir puis qui développent beaucoup, juste avec la nouvelle vice-présidente aux États-Unis, on a beaucoup de diversité, on a des nouvelles options qui s'ouvrent à nous, des choses qui paraissent beaucoup plus réalisables, auxquelles on croyait peut-être pas il y a 10 ans. Donc, je pense que la politique présentement, là, c'est vraiment quelque chose d'excitant. Quelque chose d'excitant, on vous a vu il y a de cela 2 ans très impliqué au sein de votre parti, au sein de votre parti politique. Est-ce que c'est la même relation que vous avez avec votre parti aujourd'hui? Oui, tout à fait. J'ai vraiment trouvé ma famille politique, je crois, là, avec la CAQ. J'ai trouvé des gens brillants, des gens qui veulent apporter du changement réellement, qui veulent vraiment faire une différence. Puis je pense qu'au-delà de la partisanerie, c'est vraiment, on est une famille de gens qui croient en la démocratie et qui veulent pouvoir utiliser cet outil-là pour le bien-être des gens. Donc, oui, j'ai encore une super belle relation, puis je suis toujours impliquée. Mais quelles sont les valeurs que la CAQ essaie de transmettre à travers cette politique qui choisissent, au fait? Les valeurs, je pense que les valeurs fondamentales de la CAQ, c'est toujours été la famille. Ils s'en sont jamais cachés. Ils veulent aussi beaucoup. On a vécu une grosse crise à travers la pandémie auprès des personnes âgées. Ils ont beaucoup plus souffert que nous. Je pense que c'était aussi une valeur du parti de veiller à leur bien-être. Donc, ça va être quelque chose dans les prochaines années qu'on va voir continuellement. C'est certain que l'environnement commence à prendre beaucoup, beaucoup de place au sein des valeurs du parti. C'est peut-être quelque chose qu'on ne discutait pas assez dans le passé, mais maintenant qui se développe, on voit là, qu'il y a un intérêt marqué à trouver des solutions, à essayer de... Puis c'est pas facile, là, on se le cachera pas, là, c'est quelque chose qui... L'environnement, c'est des grands coups, c'est des grands changements qu'il faut apporter, puis parfois, notre système n'est pas fait en fonction de ça, souvent, là. Souvent, le système dans lequel on vit, là, est pas fait en fonction de l'environnement, mais on n'y croit pas. Donc, c'est de changer les façons de penser des gens, c'est changer les façons d'agir. Donc, c'est beaucoup de travail, je pense. C'est intéressant, Vicky Michaud, c'est que vous nous dites tantôt où on est capable de changer notre vision par rapport à ce qui se passe justement dans une société. Là, on vous a vu aussi, vous avez commencé en tant que journaliste et tout de suite vous êtes allé vers la politique. Pourquoi est-ce qu'avoir choisi ces virements aussi rapides dans votre carrière? En fait, je crois que la politique m'a choisi plus que moi, j'ai choisi la politique.
j'avais beaucoup d'intérêt pour le travail que je faisais comme journaliste locale, le changement que je pouvais apporter, puis donner une voix aux gens qui étaient souvent pas entendus. Puis j'ai développé des affinités avec certaines personnes qui étaient impliquées auprès d'un parti politique municipal. Donc, j'ai tout simplement, là, ça a été une suite un enchaînement tellement rapide des événements que je ne pourrais pas me rappeler exactement comment ça a commencé puis comment ça a fini. Mais ce que je sais, c'est que j'ai toujours été une fanatique de politique depuis que je suis tout petite. Mon plus grand rêve, c'était d'être journaliste sur la colline parlementaire à Ottawa. Donc, j'ai toujours eu cette attirance même. Puis ce que j'ai trouvé dommage dans mon travail de journaliste, c'est que je n'avais pas l'espace pour peut-être faire le changement. Je pouvais être témoin de ce qui se passait, je pouvais rapporter l'histoire, les injustices, mais je n'avais pas le pouvoir moi-même d'effectuer un changement. Puis je pense que c'est ce qui m'a attiré dans la politique, c'est que ça me donnait ce pouvoir-là de, oui, je peux réaliser qu'est-ce qui est injuste, oui, je peux réaliser qu'est-ce que les gens ont besoin, mais je peux aussi agir en fonction d'apporter un changement. Wow! Là, ce petit sentiment qu'on a de manque, si je faut que je dise, en tant que journaliste, bien que de l'autre côté, les gens vont dire, mais les journalistes sont quand même pas capables de porter cette voix-là. Puis là, quand vous allez vers la politique, vous vous dites, mais là, j'ai le pouvoir de pouvoir changer les choses. Est-ce Mhm. que, en tant que journaliste, quand vous vous dites que je n'ai pas réussi à avoir ce que je veux, est-ce que c'est un sentiment qu'on ressent ou qu'on n'arrive plus à dormir? Non, je dirais pas que c'est ça, parce que le travail d'un journaliste, c'est différent. C'est d'exposer la vérité, c'est de constater des choses, c'est de justement de donner une voix aux gens qui en ont peut-être pas une. Donc, c'est pas nécessairement une frustration, c'est plus que moi, dans ma personnalité, je crois que ça m'intéressait, ça m'interpellait plus d'aller au niveau de peut-être attaquer les politiques gouvernementales, d'être plus dans cette action-là. Je suis une maniaque de démocratie. Je trouvais que les gens ne connaissaient pas beaucoup juste le fonctionnement de base de la démocratie. Souvent, les gens ils sentaient que leur vote n'était pas important. Les gens ont l'impression, ils ont développé un certain cynisme par rapport à la politique. Puis la politique, c'est l'outil qu'on utilise pour faire activer la démocratie. C'est pas... oui, il y a des politiciens qui l'ont mal utilisé par le passé, il y en a encore qui le font, mais en fait, ce que je voulais aussi, c'était redonner le goût aux gens de participer, de donner cette contribution citoyenne-là qui est tellement importante dans la démocratie. Puis, en tant que journaliste, ben, c'était une autre façon de le faire. Puis, je ne peux pas dire qu'en tant que journaliste, là, j'étais malheureuse ou quoi que ce soit. J'ai juste trouvé que cette voie-là me convenait plus, là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que votre mission est accomplie? Oh non, la mission n'est jamais accomplie. La mission n'est jamais... on a toujours des choses à changer. Oui, je vois. En fait, les gens qui m'entourent m'en parlent régulièrement. Il y a des gens qui m'ont dit hey, j'ai voté cette année juste à cause de toi, puis ils n'étaient pas dans ma circonscription, là. Mais ils ont cru à leur vote, ils ont vu une différence lors des élections de 2018, puis ils m'en ont parlé après. J'ai reçu des messages, puis ça me fait du bien. Mais il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas représentés encore. Puis je pense que c'est là que je me dirige plus vers quand on parle de diversité, quand on parle d'inclusion, là, je pense que c'est là que je me dirige parce que il y a des groupes qui sont sous-représentés malheureusement. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours cru, admettons, pour les femmes au niveau de la parité, c'était super important pour moi. Je sens qu'on fait du changement, mais je sens que si on continue pas le combat, on va perdre les gains qu'on... Puis je pense qu'on l'a vu, là, ça prend l'élection d'une mauvaise personne pour que les gains qu'on a fait au cours des 40 dernières années reculent. Donc, je pense que le combat est toujours là, puis il faut toujours garder en tête cette mission-là. Alors, c'est bien dit. Alors, Vicky Michaud revient juste après la pause. À notre cher public, on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Madame Vicky Michaud. Madame Vicky Michaud, et puis là, tantôt, on parlait de la politique, on voit que vous êtes très impliquée, puis on apprécie, je pense que ceux de la Chine où vous êtes en ce moment voient l'impact que vous apportez au sein de votre circonscription. Madame Vicky Michaud, aujourd'hui, là, on parle de tout ce qui se passe. Vous êtes très impliquée aussi auprès des femmes qui sont battues. Parlez-nous un tout petit peu de cet angle que vous prenez de votre vie.
En fait, c'est tout récent, là, mon implication au sein du Parado, qui est une maison d'hébergement pour femmes violentées et leurs enfants. Ils recueillent les femmes qui veulent quitter, dans le fait, ces ménages-là qui sont abusifs. Ça a toujours été une cause qui m'a toujours beaucoup tenue à cœur. Ben, je pense que je suis une féministe dans l'âme. J'ai toujours voulu apporter un peu un baume sur la plaie de certaines personnes qui vivent ces violences-là puis ces abus-là. C'est le moyen que j'ai trouvé pour le faire présentement. C'est certain que j'aimerais développer quelque chose encore plus, une implication plus grande à ce niveau-là. Mais pour le moment, là, c'est comme mes premiers pas dans ce domaine-là. Puis c'est un domaine qui est aussi, c'est difficile. L'abus en général, là, c'est quelque chose qui est difficile à vivre puis à travailler, avec quoi travailler. Donc, c'est ça. Et quel est votre rôle exactement au sein de Parado? Ben, au Parado, je suis sur le conseil d'administration. Donc, on Qui travaille. consiste à... ouais. Mais dans le fond, tous les organismes ont un conseil d'administration, puis c'est dans le fond les administrateurs qui décident des orientations de l'organisme, tout ça, là. Moi, je suis là depuis le mois de juillet, donc j'ai pas joué un rôle absolument déterminant. J'essaie beaucoup d'aider. Souvent, là, moi, c'est plus au niveau des communications qui vont venir me voir parce que j'ai quand même j'ai des connaissances dans ce niveau-là. Mais je travaille présentement au Club des personnes handicapées du Lac-Saint-Louis, qui est l'organisme pour lequel je me dévoue au quotidien, là. Donc là, j'ai beaucoup plus d'implications. C'est une autre cause qui me tient beaucoup à cœur, puis qui me permet de vraiment développer un lien, puis des connaissances face à cette situation-là que nous, on ne connaît pas là, au quotidien. Là, on ne peut pas dire je sais ce que ça fait, ou il faut vraiment le vivre, puis vivre avec ces gens-là pour réaliser l'impact là, que ça a sur leur vie, là, une situation de handicap. Okay, alors là, vous êtes coordonnatrice. Euh, Quand vous allez justement vers ces personnes-là qui sont fragiles, on va le dire comme ça, est-ce qu'il y a des choses que vous vous dites que moi, je veux le changer, puis je veux le changer maintenant? Est-ce qu'il y a des choses que vous vous dites que ça ne peut pas continuer? Quelles sont ces choses qui viennent vous chercher au plus profond de vous? En fait, c'est un peu drôle parce que c'est dans le quotidien de ces gens-là que l'impact est le plus grand. De ne pas pouvoir aller magasiner de ne pas pouvoir aller dans un café parce qu'il y a une marche trop haute. On est en train de faire un pamphlet explicatif, puis on a une grosse discussion à savoir on exprime, comment on décrit cette population-là sans leur porter un préjudice, même en les décrivant. C'est toujours difficile. Puis c'est vraiment, je pense que le plus gros, c'est justement, c'est le quotidien, comment on vit avec ça, les choses qu'on dit ou les choses qu'on fait qui pour nous semblent banales, mais qui ont un impact vraiment probant sur juste la relation avec quelqu'un. On disait... tu peux pas aller prendre une marche avec une personne en fauteuil roulant. Puis on le réalise pas, mais c'est quelque chose qui vient quand même à la fin, ça les affecte beaucoup. Il y a il y a des situations où ils sont pas bien représentés, où on pense pas souvent à eux. Je pense présentement, on travaille sur la guignolée de la Chine, communautaire de la Chine. Puis, à cause de la pandémie, faire livrer de la nourriture, c'est plus difficile, mais pour ces gens-là qui ont de la difficulté déjà à se déplacer, de ne pas se faire livrer la nourriture, c'est encore un plus grand obstacle. Qui devraient, admettons, aller chercher eux-mêmes la nourriture à l'épicerie. Pour eux, c'est un plus grand obstacle. Il faut qu'ils se déplacent. S'il neige, ils ne peuvent pas se déplacer facilement. Donc, oui, on essaie de leur donner quelque chose de bien, mais en même temps, c'est comme un peu un cadeau empoisonné parce qu'ils sont comme... Ils n'ont pas la même capacité que les autres de juste aller à l'épicerie puis de faire leur marché, là. Oui, mais est-ce que là, quand c'est vraiment très, très fragile, c'est que vous dites, moi, ça vient vraiment me chercher, est-ce que c'est par ignorance qu'ils sont oubliés ou c'est parce que, à un moment donné, ça va trop vite qu'on ne se rend pas compte que ces gens-là ont vraiment besoin de cette aide-là? Je pense qu'historiquement parlant, toutes les personnes qui vivaient en situation de handicap ont été socialement un peu mis de côté.
On les a, puis là, je parle là, des années 60, 70, quand les mentalités étaient complètement différentes. Puis, c'est difficile de réintégrer quelqu'un qui a été mis de côté parce qu'on a conçu la société, on a conçu nos villes, on a conçu notre vie sans les inclure. Puis là, ce qu'on est obligé de faire, c'est de reculer en arrière, puis de repenser comment on vit, de repenser, puis de réintégrer ça quand ça fait des décennies qu'on construit les villes de la même façon, qu'on fait les choses de la même façon. Donc, ça prend, je pense pas que c'est de l'ignorance, c'est que ça prend un effort conscient de vouloir faire un impact. Puis, souvent, des fois, c'est un impact conscient qui est coûteux. Donc, certaines personnes vont peut-être décider de « Ah, mais on va couper le coin rond ici, on va pas faire ça comme ça. » Mais si on veut vraiment une ville ou des villes inclusives à 100%, il va falloir s'arrêter réellement puis se dire il faut être inclusif pour tout le monde, pas juste pour ceux que ça fait notre affaire. Alors, on revient juste après la pause, Vicky Michaud. À notre cher public, on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Vicky Michaud. Vicky Michaud, là, on parlait d'un sujet assez fragile. Vous êtes coordonnatrice aujourd'hui, puis vous pensez que le changement, c'est pas par ignorance, mais à un moment donné, il faut qu'on prenne des vraies décisions pour penser justement à ces personnes-là qui vivent d'handicap. Puis là, je vous ai entendu dire que ces personnes, ça vient les toucher quand, par exemple, on dit ils peuvent pas faire ci, ils peuvent pas faire ça. Est-ce que c'est des témoignages que vous entendez personnellement? Bien oui, c'est sûr que c'est toujours de se faire dire qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, c'est pour n'importe qui, là. Dans la vie, c'est toujours quelque chose d'un peu difficile à prendre, mais ces gens-là veulent contribuer, veulent foncièrement faire partie de la communauté, de notre société, comme à part entière, comme nous. Donc, c'est certain que si on essaie de peut-être, puis des fois, c'est par défaut, on essaie de les protéger, on essaie de leur donner un coup de main, mais ils ont besoin aussi de cette autonomie-là. Ils ont besoin de faire leur propre... de poser leurs propres gestes, de faire leur propre vie aussi, puis de vivre dans une belle autonomie eux aussi, là, en résumé. Mais est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire ils prennent des engagements? Est-ce que vous, de votre côté aussi en tant que coordonnatrice, est-ce que vous dites, on va essayer de faire par exemple la publicité pour qu'on voie que vous êtes capable de faire ci, de faire ça, ou vous vous dites, on va attendre encore un tout petit peu, voir comment les choses évoluent? En fait, non, c'est drôle parce qu'on est vraiment dans le cœur du projet présentement. On veut vraiment développer beaucoup de la représentation, de la publicité. On prépare un projet d'accessibilité avec la rue Notre-Dame à la Chine ici. Puis, donc, on a un projet de mettre une chaise roulante dans une vitrine de magasin, je suis désolée. Puis l'objectif, en fait, c'est de sensibiliser les gens puis de leur faire réaliser que les gens qui vivent en situation de handicap, ils sont parmi nous, ils sont là, ils font partie de la réalité, puis c'est pas grave, puis c'est pas dommage, puis c'est juste ça, la réalité, puis il faut leur donner leur place qu'ils méritent. Donc, on travaille beaucoup là-dessus, puis on a quelques belles petites choses qui s'en viennent là, à ce niveau-là, là. Alors aujourd'hui, on va parler de votre vision. Qu'est-ce que vous aimeriez voir pour les prochaines années pour les personnes vivant avec handicap? Ah, tellement de choses. Je veux beaucoup travailler à la réintégration, à la réinsertion au travail. Je trouve que c'est important que ces gens-là, même nous au club présentement, on n'a pas personne qui travaille pour nous qui est en situation de handicap. Puis je trouve que c'est un peu... nos présidents, certains membres de notre conseil vivent en situation de handicap. Mais j'aimerais pouvoir avoir cet outil-là à même le Club des personnes handicapées du Lac-Saint-Louis qui permettrait en fait de leur donner les outils pour retourner au travail. Puis retourner au travail pour une personne qui vit en situation de handicap, ça veut dire que l'employeur, il faut qu'il soit prêt à accepter que peut-être que cet employé-là ne travaille pas aussi vite, où il est peut-être pas capable, lui, de courir à travers un corridor pour aller chercher rapidement quelque chose. Ou c'est des choses qui sont pas capables, mais il faut l'accepter, puis adapter le milieu du travail pour que ces gens-là puissent vraiment contribuer
à la juste mesure là, de leur capacité. Ah, alors là, c'est un beau souhait, puis on espère que l'intégration, puis quand on parle de la diversité, parce que le Canada, c'est quand même un pays de la diversité. euh, Là, quand on parle des handicaps, qu'est-ce qu'on voit exactement? Est-ce que c'est juste des personnes qui sont sur des chaises roulantes ou il y a d'autres aspects que vous voyez? Mais un handicap, là, ça peut être une lenteur, ça peut être, il y a des enfants autistes, il y a tout ça, il y a des handicaps physiques, il y a des handicaps mentaux, il y en a même qui sont psychologiques, il y a des gens qui vont subir des traumatismes, qui ne seront pas capables de vivre dans des situations de stress, qui ne pourront pas avoir le même emploi que, admettons, parfois en politique, là, tu ne pourrais pas survivre à ça. Donc, il y a beaucoup de limitations physiques puis psychologiques qui existent dans le monde, puis il faut s'ouvrir à ça. Souvent, on parle des gens qui vivent une dépression, mais quelqu'un qui vit une dépression, qui doit retourner au travail, est beaucoup plus fragilisé par rapport à ses collègues de travail. Puis les gens ne savent pas comment réagir à ça, ne savent pas comment réintégrer la personne. Donc, les difficultés, on parle aussi des nouveaux handicaps qu'on ne parlait pas avant, des gens qui sont sensibles à... Ça, j'en ai vu dans mon expérience de travail comme attaché politique plus, mais des gens qui sont sensibles aux ondes, qui ont des fragilités avec l'environnement beaucoup plus, qui ne vont pas pouvoir travailler dans un environnement qui est bruyant, des allergies aux parfums, des choses qui sont vraiment incapacitantes, puis qu'on commence juste à accepter, puis qu'on ne réalise pas, on nomme pas comme un handicap présentement parce qu'on pense que c'est un caprice ou que c'est quelque chose qu'ils font pour avoir l'attention, quand c'est au contraire, ton corps réagit d'une certaine façon à une situation, puis c'est hors de ton contrôle, là. Mm. Alors là, c'est beaucoup de détails. C'est quand on parlait d'handicap, je ne voyais vraiment pas ces aspects-là. Vicky Michaud, on va vous laisser aller avec le mot de la fin pour clôturer notre émission. Écoutez, on a parlé de beaucoup de choses, puis tout ce que je pense qui est important qu'on retienne, c'est qu'il faut accorder le pouvoir aux gens d'accomplir leurs objectifs dans la vie, puis on a tous quelque chose à faire, on a tous un rôle à jouer dans cette émancipation. Alors, on espère que vous allez pouvoir accomplir tout ce que vous souhaitez avec les défis que vous vous donnez chaque année. On va continuer à vous suivre aussi. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans Personnalité. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui aussi. Alors, merci beaucoup, Madame Michaud. C'est tout le temps qu'on avait. À notre cher public, on se voit le jeudi prochain à 16 heures avec une nouvelle personnalité. Au revoir.